tous pour ces interventions. Et je laisse la parole à Céline pour la dernière table ronde. Merci à tous. Alors, je vais appeler 7 intervenants à mes côtés. Donc, Lionel Cos, député des Landes. Tristan Riaume, vice-président de Nantes Métropole à l'énergie, climat, développement économique. C'est trop long, votre titre, agriculture, alimentation. Stéphane Defeil, directeur général de Grand Paris Aménagement. Benoît Mingui, directeur construction chez Next City. Joseph Matraja, directeur du patrimoine et de la maîtrise d'ouvrage chez Pas-de-Calais Habitat. Et Christophe Millet, trésorier du Conseil national de l'Ordre des architectes. Il n'y a pas d'ordre protocolaire, mettez-vous où vous voulez. Il y a assez de place ou pas? Oui, c'est bon. Alors, on va essayer, il n'y a pas de PowerPoint et d'image, donc il n'y aura pas de problème de technique, c'est déjà pas mal. On va quand même essayer de vous réveiller. En tout cas, j'espère que... on sait que c'est très dense cet après-midi. Il y a eu beaucoup de choses. On a construit l'après-midi en 3 parties. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à toutes ces questions qu'on a pu entendre avec des exemples concrets dans ces premières tables rondes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah ouais, je suis vraiment désolée. Alors là, toutes mes excuses, Philippe. Je sais pas, c'est le stress, j'ai lu et donc désolée Philippe, mais tu étais bien prévu dans mes questions. Donc Philippe Goncalves de l'agence Seuil, c'est ça, et ancien président du CROA Occitanie. Voilà. Donc toutes mes excuses. Donc maintenant que nous avons vraiment nos 7 intervenants, donc on va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport aux exemples cités et d'ouvrir sur les enjeux que pose le hors-site aujourd'hui, notamment le hors-site décarboné, sachant que voilà, peut-être tous n'ont pas la même définition du hors-site. On pourra y revenir chacun dans nos réflexions entre le 2D, le 3D, le modulaire. Et puis il y a la question qui a été beaucoup posée de la massification du développement. Qu'est-ce que ça nécessite? Enfin, comment on passe? On a beaucoup parlé de niche, mais on n'est peut-être pas dans une niche, mais comment on passe de ce qu'on appelle encore l'expérimentation, l'innovation, à la massification et quels enjeux ça nécessite derrière. Donc pour moi, il y avait 2 principaux pales questions qui étaient remontées de nos discussions, sur lesquelles on aimerait entendre nos 7 intervenants. D'abord, peut-être une première partie de la table ronde autour du lien entre hors-site et qualité architecturale et les évolutions du coup qui en résultent sur des relations entre les différents acteurs de l'acte de construire. On voit bien qu'il y a des changements, des modulations entre tous ces acteurs. Et donc, comme ils sont tous représentés ici, ça nous permettra d'y réfléchir. Et puis, deuxième grande partie de notre table ronde, le lien entre la construction hors site et le développement industriel des territoires. En plus, on est au Sénat. Parler de territoire, ça a quand même du sens. Et donc, les sujets de souveraineté industrielle, etc., dont on va pouvoir parler. Donc, première grande question, comment on peut s'assurer avec la mise en œuvre du hors-site d'une qualité architecturale et du lien quand même aux spécificités territoriales? Est-ce que certains maîtres d'ouvrage et aménageurs ne se tournent pas vers le hors-site seulement avec la croyance que cela coûte moins cher et avec les risques que ça peut engendrer? Ce qui se pose derrière aussi, donc c'est la refonte des process quand on construit en filière sèche. Plus de temps d'études, plus de temps et moins de temps de chantier. Donc qu'est-ce que ça signifie dans les relations maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, constructeur? Donc vous avez été plusieurs à me dire que pour vous, il fallait bien distinguer le hors-site et l'industrialisation. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces thématiques-là aussi. Donc avant de laisser la parole à Philippe Goncalves, Christophe Millet et Joseph Matraja, je voulais poser la question à Stéphane Defeil, qui nous a rejoint juste à l'instant. Donc voilà, tu n'as pas pu entendre la première partie. Mais en tant qu'aménageur, pourquoi t'es-tu intéressé au sujet du hors-site? Puisque finalement, comme les collectivités, tu es le plus en amont, enfin en aval, ça dépend dans quel sens, mais en tout cas en haut de la pyramide de la commande. Et pourquoi avoir créé une association hors site dont on a pu entendre parler récemment avec la SGP et 3F, et comment tu peux t'assurer en fait que le hors site puisse être un vecteur pour décarboner la construction et s'intégrer dans les différentes typologies, notamment comme dit l'exposition, qui ne deviennent pas hors sol.
Merci beaucoup Céline et bonjour à toutes et tous. Toutes mes excuses de ne pas avoir pu participer à la première partie, mais pour le coup j'étais avec le ministre du Logement pour parler hors site, justement, donc c'était le hasard des calendriers voulait ça. Non, pas des scoops, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se passeront encore, et surtout d'ailleurs je pense que c'est pas la question du hors site est un travail de longue haleine. C'est pas un sujet de stop and go, et précisément la question, elle est d'ailleurs la question de l'industrialisation des territoires directement. Petite parenthèse, un des grands risques sur le hors-site, c'est hors-site local versus hors-site. Très bien. Bon, parfait, alors, merci. Alors, très concrètement, effectivement, Grand Paris Aménagement, en tant qu'aménageur, s'est engagé l'année dernière à ce que d'ici 2031, 80% des projets immobiliers construits dans le cadre de nos opérations soient construites majoritairement en construction hors site. Donc c'est pas tout à fait anodin comme cible. Le 18 octobre dernier, nous étions 9 grands maîtres d'ouvrage, plutôt franciliens, mais je dirais que ça c'est plus une question de hasard et de proximité géographique que de fond, à prendre le même engagement à hauteur de 50% de leur production. Ça représente plutôt quelques millions de mètres carrés en perspective. Alors, effectivement, nous, la question, quand on a abordé la question du hors-site, elle vient de plusieurs constats. D'abord, une question que vous avez dû sans doute évoquer, donc je vais y passer très vite, juste sur la productivité de l'industrie du bâtiment, qui, en termes relatifs par rapport à toutes les autres industries, se dégrade depuis un siècle. Donc on n'est pas sur du court terme, on n'est pas sur un choc local, on est vraiment sur quelque chose, on n'arrive pas à avoir des gains de productivité. Moi, quand j'étais à Bordeaux, en tant que DG de l'EPA Bordeaux Euratlantique, quand j'étais arrivé en 2014, à 1100 € du mètre carré, on construisait des immeubles de très grande qualité. Quand je suis parti, à 1600, on faisait les mêmes. En 7 ans, il y a un vrai problème. Donc, question de compétitivité, sachant que, et tu l'as dit et je partage, en tout cas dans un premier temps, on ne peut pas espérer que hors site veuille dire moins cher. Il y a un coût d'entrée, c'est normal, comme dans toute transformation. Par contre, sur le moyen terme, on peut vraiment avoir des vrais gains de productivité. Deuxièmement, sur la qualité de construction. Aujourd'hui, regardons la difficulté qu'ont les constructeurs à recruter des compagnons pour travailler sur les chantiers. Pénibilité, dévalorisation de ces métiers, ce qui est un drame parce que ce sont vraiment des métiers nobles par excellence. Toujours est-il que c'est une réalité. Donc un risque majeur aujourd'hui dans les non-qualités qu'on constate sur des chantiers en béton coulé en place ou d'autres modes constructifs, d'ailleurs c'est pas directement lié à tel ou tel mode, en fait on a des non-qualités sans arrêt. Et ça c'est un vrai drame parce qu'aujourd'hui, si on veut lutter efficacement contre le changement climatique et aussi nous adapter à nouvelles donnes, mais ça c'est une autre chose, la règle numéro 1, c'est que nos bâtiments ils durent plus longtemps. Avant les matériaux, avant tout ça, si on a un bâtiment qui dure 2 fois plus qu'aujourd'hui, on divise par 2 l'empreinte carbone in fine de ce bâtiment. Donc c'est vraiment un enjeu majeur que cette qualité de la construction, et c'est un enjeu qui est partagé par tous, parce que la non-qualité, elle ne profite à personne. Et honnêtement, ce n'est pas un problème des constructeurs qui ne veulent pas bien faire, c'est vraiment un problème d'abord de recrutement et d'attractivité. Et on voit, moi j'avais le témoignage du président d'Eiffage qui me disait que certains projets hors site portés par Eiffage étaient devenus des vitrines de recrutement de compagnons d'Eiffage qui n'allaient peut-être jamais dans leur vie travailler sur un projet hors site. Il parlait notamment de la tour bois de Bordeaux, Hyperion, qui a été construite par Eiffage il y a quelques années. Donc il y a un vrai sujet de la qualité de construction intrinsèque. Après, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Il y a un enjeu majeur, je l'évoquais, de localisation et j'allais dire de circuit court. C'est aussi, au-delà d'une question, j'allais dire, de chauvinisme et d'enjeux d'emploi, parce que dans le hors-site, c'est aussi ça, c'est pérenniser des emplois,
Je vous invite à lire de ce point de vue-là, dans Parisien du 18 octobre dernier, il y avait une interview de quelques salariés de l'entreprise Vestac, qui est une entreprise francilienne installée dans les Yvelines, et qui témoignait en fait du gain de qualité de vie que ça représentait pour eux, en fait, d'être tout simplement d'avoir un job à la même adresse tout le temps. C'est tout bête, hein, mais c'est ça la vie quand même sur les chantiers. Et vraiment, on voyait un enjeu de pérennisation de la main-d'œuvre, au passage de pérennisation de la main-d'œuvre sur un territoire. Parce qu'une usine hors site, ça ne se crée pas en cœur de ville. Dernière chose, et c'est un point important, et je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'il y a des architectes de grand talent qui vont intervenir aussi. Attention, hors site ne veut pas dire standardisation de l'architecture. Et il y a vraiment une question de dialogue et d'enrichissement du dialogue entre les entreprises et les architectes. Et vraiment, il y a d'abord à apprendre à parler de la même chose, se comprendre quelles sont les craintes d'un côté comme de l'autre. Et on a malheureusement des expériences en France de hors-site qui ont abouti à de la standardisation architecturale. Pas besoin de faire un dessin. Et donc ça c'est vraiment un travail qui est un travail aussi très local. Parce que dans les questions d'hors-site, il y a un sujet, c'est que ça peut faire peur. Ça peut faire peur aux architectes, ça peut faire peur aux élus. Et la meilleure manière de lever ces peurs, en fait, c'est de montrer que des projets de qualité peuvent être réalisés. C'est aussi de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'un projet ne tient pas la route, arrive à un appauvrissement architectural. Et ça, c'est vraiment une question de dialogue avec les territoires, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de production de l'immobilier, architectes, promoteurs, entreprises de construction, voire les acteurs qui vont exploiter dans le long terme. C'est plus facile de faire du hors-site avec des investisseurs de long terme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui s'impliquent. On en parlera après sur Voilà. le lien aux bailleurs sociaux. Juste avant qu'on passe la parole à Christophe, du coup, ton rôle, enfin le rôle de Grand Paris Aménagement en tant qu'aménageur, dans le système là que tu nous as décrit, parce que là on a parlé du hors-site en général, mais il y a une charte, je crois, il y a quelque chose, mais peu importe le terme. Comment on s'assure justement, parce que j'ai l'impression que quand tu le dis que le hors-site est pour toi une réponse justement pour aller vers la qualité, et donc comment tu t'en assures? Alors, c'est clair que lorsqu'il y a un aménageur sur un territoire, c'est vrai de Grand Paris Aménagement, c'est vrai de plein d'autres aménageurs, il n'y a pas de monopole là-dessus. C'est beaucoup plus simple d'avoir une garantie de tenue d'un certain nombre d'engagements sur le temps long. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une opération d'aménagement, contrairement à une opération qui se fait dans un secteur diffus, en fait, ce à quoi on procède, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des ventes avec charge. C'est-à-dire qu'on vend, et avec un cahier des charges extrêmement précis, des sanctions en cas de non-respect, qui vont de l'opposition au dépôt du permis de construire jusqu'à des pénalités, voire des obligations de reprise. Et donc c'est un véhicule pour passer à un certain nombre d'engagements très forts. On en passe sur beaucoup de registres, pas que sur la question du hors-site, y compris sur le prix de sortie par exemple, si je suis très concret, c'est comment est-ce qu'on a du logement abordable qu'on produit. Et derrière, ça nous permet aussi de mettre en place les moyens du contrôle. Alors, sur les premières opérations hors site que nous réalisons, nous allons même un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 6 opérations de construction hors site en cours, sur du logement, j'entends, parce que sur d'autres classes d'actifs, c'est un petit peu plus simple que sur le logement familial. On a décidé en fait d'être copromoteur de ces opérations. C'est-à-dire qu'on est carrément, on est entré autour de table des sociétés civiles de construction-vente qui font ces opérations. Et on est entré autour de table. Pourquoi? Alors, pas tellement pour contrôler. Très honnêtement, on a des partenaires avec qui on est dans une relation qui, heureusement, est beaucoup plus partenariale que de contrôle-sanction. Mais tout simplement pour apprendre. Parce que c'est facile de dire, de prescrire telle ou telle règle. Et à un moment donné, quand on est dessus, quand on voit les arbitrages qu'il faut faire, c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça nous permet d'être meilleurs prescripteurs ensuite, pour savoir quels sont les éléments précisément qui, sur le long terme, vont être des éléments de garantie de la qualité, versus des éléments qui, on se dit que c'est important, mais en fait, mais on s'en fiche. Ouais. Donc on voit déjà que le hors-site
bouscule un petit peu les habitudes entre aménageurs promoteurs, oblige pour définir des règles vertueuses pour tous, si je comprends bien. Je vais passer la parole à Christophe Millet, donc pour le CNOA, sur évidemment le rôle des architectes dans tout ça, quel positionnement vis-à-vis du maître d'ouvrage, mais aussi vis-à-vis des entreprises, parce que ça bouge un peu les lignes, et la question de comment on peut envisager donc l'industrialisation de la construction, si on va vers ça, sans que ce soit au détriment de la qualité des espaces, tout simplement. Merci Céline. Alors la première chose déjà, c'est que la qualité architecturale n'accepte aucune concession. Quel que soit le mode constructif, la qualité architecturale n'accepte aucune concession. Pourquoi ? Parce que quand on construit un bâtiment, on a entendu tout à l'heure, ça prend 3, 4 ans, 5 ans. On a tendance, nous les acteurs, à partir, à quitter. Et qu'est-ce qui reste à la fin ? Des usagers et la qualité architecturale. Donc elle ne mérite aucune concession. La qualité architecturale, alors bien sûr c'est assez difficile à définir. Pour autant, pourrait-on parler de qualité architecturale si elle ne répondrait pas à la crise environnementale ? Pas possible. Pourrait-on parler de qualité architecturale si elle ne répondait pas à la nécessité de qualité des logements des habitants, qui est améliorée. On le sait qu'on doit l'améliorer, cette qualité des logements. Et enfin, pourrait-on parler de qualité architecturale si on ne répondait pas à une forme d'économie locale, circuit court et solidaire. Alors bien sûr, la qualité architecturale, de notre point de vue du CNOA, elle dépend essentiellement, entre autres, des acteurs, mais aussi de l'indépendance des acteurs. C'est un point extrêmement important pour nous. L'indépendance des acteurs, c'est ce qui permet de choisir les meilleurs modes constructifs et les ressources les plus adaptées aux bâtiments qui nous intéressent. Le système constructif est un élément qui est, on va dire, pas l'élément le plus important dans l'architecture, mais quand même c'est celui qui bâtit la construction. Et ce système constructif, il faut savoir, qui fait architecture. Il rentre dans le récit architectural. Tous les systèmes constructifs font architecture. Un architecte, quand il arrive sur un terrain, il fait un diagnostic des ressources et il construit son bâtiment avec ce qu'il a sur place. Et en général, alors bien sûr, on a eu la terre, le bois, la pierre, le béton. Et un des enjeux pour nous, semble-t-il, c'est de faire en sorte que le système hors site, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, rentre dans le récit architectural. Et ça, pour que ce système hors site rentre dans le récit architectural, il faut créer le dialogue dont parlait Stéphane entre les industriels et les architectes. Et, si possible, limiter les intermédiaires qui viendraient se positionner entre les industriels et les architectes pour que l'indépendance de chacun puisse se promener dans cette histoire. Il y a des industriels qui savent le faire, notamment les cimentiers savent le faire, parce qu'aujourd'hui les cimentiers savent parler aux architectes et savent intervenir auprès de la maîtrise d'œuvre pour que le béton rentre dans le récit architectural. Je cite souvent le Palais de la Bourse. Quand on rentre dans le Palais de la Bourse et qu'on rentre dans ce cercle de Tadao Ando, on comprend bien que le béton fait partie du récit architectural de Tadao Ando et c'est il n'y a pas de question à se poser, c'est comme ça. Là où aujourd'hui, les systèmes industriels dont on parle n'ont pas encore pénétré le récit architectural. Quand on vend un projet à un maire, on lui raconte notamment notre positionnement vis-à-vis de son territoire. Et en général, on va lui parler de forme, d'espace, de parcours, de matière. On lui parle rarement de dire votre projet est fait avec un produit industriel. C'est pas très vendeur. Et pour autant, il y a un certain nombre de produits industriels qui font le bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est comment ces produits industriels vont rentrer dans le récit architectural. Je reviens sur la standardisation aussi. Parce que la standardisation, alors bien sûr, elle fait peur. Elle fait peur, pour autant, elle fait partie de l'histoire de l'architecture. À condition que cette standardisation soit issue d'un phénomène de territoire. Alors, j'ai noté 3 exemples comme ça sur mon carnet, mais la standardisation a su rendre dans le passé la ville désirable, notamment le Paris d'Haussmann, on va dire. Toutes les carrières viennent du même endroit, d'accord ? Donc, quelque part, c'est une forme de standardisation. Moi, je cite parce que j'habite dans un immeuble Canu à la Croix-Rousse. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des Rhône-Alpins tout à l'heure. Les immeubles Canu de la Croix-Rousse sont tous faits exactement pareil, avec la même façade, les mêmes poutres qui venaient des bois du même forêt. Et puis, on peut aussi parler des briques de Toulouse. Et la standardisation, c'est quand même l'identité des territoires. C'est-à-dire quand la standardisation elle est faite à partir d'une logique de territoire, elle crée l'identité des territoires. Et aujourd'hui, qui a envie que la France soit construite de façon homogène dans tous les territoires ? On va dire personne, et c'est ce qui fait globalement la beauté de nos territoires. Donc la standardisation, elle est effrayante, mais quand elle est conçue à l'échelle de la France entière, mais quand elle est née
d'un contexte extrêmement local, elle fait architecture et elle crée ce désir de territoire. Alors, leur site, c'est bien sûr une opportunité, je l'ai dit, à condition que ce hors-site soit issu d'une logique de territoire. Qu'est-ce qu'une logique de territoire pour nous? C'est bien sûr la localisation de l'usine, elle crée de l'emploi local, ça fait partie du récit architectural. La localisation de l'usine ne pourrait compter si la localisation des produits qui alimentent l'usine n'intervenait pas. Il faut que les produits qui alimentent l'usine, les fournisseurs, quels qu'ils soient, de paille, de bois, de terre, mais aussi de béton, puissent être dans un circuit qui est extrêmement court. Et enfin, la nature des matériaux, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la crise environnementale, on ne va pas y revenir, mais notamment de sortir de ce fameux cône carbone qui ferait que le seul carbone soit la chose qui doit être combattue, mais c'est pas vrai. Donc la nature des matériaux, c'est bien sûr des matériaux biosourcés, géosourcés, issus du réemploi. On en parle assez peu dans le hors-site, mais c'est aussi une opportunité pour réintégrer les matériaux issus du réemploi dans la question de la construction. Ça pose la question de l'échelle industrielle, on en a parlé tout à l'heure. Comment un industriel peut s'insérer dans un récit architectural qui varierait à chaque projet, qui construirait des petites unités et dont les fournisseurs sont des petites entités, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas des grands fournisseurs de paille, mais on parle bien de petites unités. Ça pose la question aussi parce que il n'y aurait pas de hors-site si ce n'était pas un incubateur pour la réhabilitation, qui est le chantier quand même à venir dans les années à venir. La plupart des marchés de la construction va se tourner autour de la réhabilitation, et aujourd'hui, le hors-site en construction neuve est un véritable incubateur pour s'insérer dans les futurs marchés de réhabilitation. Je termine sur enfin la maîtrise d'œuvre, puisque c'est le sujet, la question que tu nous as posée. La maîtrise d'œuvre. Vous faites toutes des digressions avant d'arriver oui, mais c'est important parce que sans ça, on ne peut pas poser le positionnement de Bien l'architecte. sûr, bien sûr. La maîtrise d'œuvre, elle, forcément, elle doit aussi s'adapter, elle doit se former, elle est en cours. On a vu des architectes tout à l'heure, 4 architectes qui ont présenté les projets, donc on voit que la chose est en cours. Mais ce qui concerne l'ordre des architectes, c'est comment positionner la maîtrise d'œuvre dans ce processus de construction. Et là, on voit que la polarité évolue. Aujourd'hui, le centre de gravité de l'architecte se situe à peu près au milieu de l'opération. C'est-à-dire il y a une phase de conception, puis après il y a toute la phase pro qui est importante, qui prend énormément d'énergie, et après il y a la phase chantier. Demain, avec le processeur site, ce qui nous intéresse, c'est de forcer ou de mettre plus de matière grise en amont dans la conception architecturale. D'accord ? Donc c'est-à-dire que ça revoit tous les contrats, y compris les honoraires qui en découlent, d'avoir une phase pro qui est plutôt en lien avec l'entreprise, et enfin d'avoir une phase en aval où l'architecte doit de nouveau être présent. Je rappelle que l'architecte n'est pas toujours présent en phase chantier. Dans les AC, elle l'est en général, mais dans la construction de la ville courante, elle ne l'est pas toujours, voire presque pas. Donc de revoir l'architecte présent en phase chantier pour s'assurer que les assemblages qui ont été imaginés en amont et les adaptations nécessaires à l'assemblage se fassent de façon cohérente et pérenne. Je finis par l'ordre qui est membre de l'association hors site, pour 2 raisons évidentes. C'est à la fois porter l'intérêt général dans le discours de l'association et à la fois amener les architectes, mais on voit qu'il y en a déjà quelques-uns, à s'intéresser à la question du hors site le plus tôt possible, puisque globalement la transition écologique va nous amener à réfléchir au hors site. Merci. Très bien. Je vais zoomer sur un de tes propos sur le lien justement entreprise, enfin maîtrise d'œuvre entreprise. Vous étiez plusieurs à me parler du sujet de conception-réalisation, et on rentre dans des sujets un peu concrets, mais c'est bien. Donc Philippe Gonçalves et puis Tristan Riaume aussi, vous m'avez dit que sur le projet de Pyramide-les-Îles, c'était un sujet de conception-réalisation. Alors il y a un maître d'ouvrage, enfin une collectivité et un maître d'œuvre. Je voulais savoir, vous c'est avec le Wood Art, hein, il me semble, à Toulouse. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est très positif par rapport au hors-site, qui va forcément avec le hors-site, ou est-ce qu'on peut faire classiquement en loi MOP, enfin, voilà, est-ce que c'est des sujets qui changent un peu la donne? Alors, effectivement, pour nous, c'est pas un élément absolument pas indispensable. C'est un soutien dans le sens où, effectivement, d'après, comme Christophe vient de l'évoquer, on est aussi au début de cette aventure un peu du travail hors-site. Donc, effectivement, vu qu'on transfère une grosse partie du temps et des compétences en phase étude, d'avoir une entreprise, et là on avait la chance en plus d'avoir sur ce projet-là, l'entreprise générale était un charpentier bois et non pas le gros œuvre, donc on était aussi dans une dynamique un peu différente.
de l'avoir avec nous dès le début, ça a facilité effectivement ce travail d'intelligence collective sur l'optimisation de ce procédé. Mais aujourd'hui, voilà, on continue à avancer sur d'autres modèles beaucoup plus classiques, diplôme, OP, etc. Et on voit bien que c'est pas effectivement une raison, enfin une condition nécessaire en tout cas pour aller au bout de ces démarches-là. Mais effectivement, ça nécessite à ce que le projet accepte une phase un peu floue, effectivement, lorsqu'on lance la consultation, où on a imaginé tout un mode constructif avant et qu'il faut que l'entreprise se réapproprie. Et donc là, effectivement, on a aujourd'hui peut-être un fonctionnement des marchés qui n'est pas tout à fait en adéquation avec cette phase-là, où on aurait besoin effectivement d'une phase pro un peu mixte, quoi. Ok, je reviendrai sur d'autres questions après. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le projet, le concours, la consultation en cours à Nantes. Ah oui. Par contre, oui. Oui, en fait, c'est arrivé dans le sens. Sur le lien maîtrise ouvrage, maîtrise d'œuvre entreprise, est-ce que c'est des... Enfin, on parle vraiment de process, là, puis après, je vous poserai d'autres questions sur le fond, mais... Ok, donc je reste bien sur Pierre-Mille-les-Îles et je ne fais pas de parenthèse. Exactement. Sur Pierre-Mille-les-Îles, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une volonté politique de la métropole, donc de vraiment développer le biosourcé. Je reviendrai sur cette volonté politique et comment elle est arrivée. Mais donc, quand la ZAC a commencé, quand on a commencé à travailler sur le programme de la ZAC, en 2018, on a commencé par faire un sourçage individuel, c'est-à-dire rencontrer des entreprises les unes après les autres pour voir quels étaient les besoins, qu'est-ce qui était surtout possible en fait en termes de biosourcé, parce qu'on avait plein de catégories d'envie, mais il fallait voir ce qui était possible. Donc on a commencé par un sourçage individuel. Ensuite, on a fait un sourçage collectif, c'est-à-dire on a fait des ateliers avec plusieurs entreprises pour faire un vrai état des lieux sur où en sont les filières sur le territoire, qu'est-ce qui permet d'accompagner, c'est-à-dire on fait du R plus combien en paille, du R plus combien en chanvre, et comment est-ce qu'on ferait un peu plus pour finalement que les filières aient un projet exemple qui soit intéressant et que ça permette aussi de structurer. Donc c'est ça qu'on a fait sur cette ZAC, on a fléché des systèmes constructifs par petits blocs en essayant de repousser un peu les limites de ce qui était non pas faisable mais déjà fait, parce que les acteurs disent toujours on peut faire plus que ce que la loi nous permet ou que ce qu'on fait déjà, donc on essaie d'aller un petit peu plus loin et donc finalement on s'est dit on va développer le paille, le chanvre, la terre avec toujours des structures bois. Ce qui envoyait aussi un message fort à la filière, c'est-à-dire que du coup, on leur a dit est-ce que vous êtes capable de faire 3300 logements et 100 000 m² d'équipement public, d'équipement général, public et bureau. Là, forcément, sur le territoire, ça crée une certaine émulsion parce que si on se dit que dans quelques années, il y a un projet comme ça qui va sortir, il faut qu'il soit capable de répondre en face, en ayant en tête qu'on veut plutôt viser des PME, des petites entreprises, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller sur un seul très gros lot, mais bien un découpage qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Donc du coup, c'est ça qu'on a fait, et on est arrivé donc à un fonctionnement complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas un système linéaire où on commence avec Urbain Aménageur qui envoie un mail à l'opérateur, qui envoie un mail à l'archi OBE, qui envoie un mail aux entreprises, et puis à la fin, les gaz utilisateurs. En fait, on a vraiment un système circulaire. Si j'avais pu vous montrer le diapo, vous auriez vu le bazar que c'est en termes de flux d'informations, mais ça permet vraiment d'avoir une remontée de ce que les entreprises disent que ce qui est possible. Les architectes prennent en compte le biosourcé dans la conception du bâtiment, même si je sais que c'est une hérésie, c'est forcé de faire ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, tout ce système-là qui permet vraiment de finalement aboutir à un projet. On va avoir une série de projets exemples qui vont permettre de développer le biosourcé sur le territoire. Et maintenant, on en a une dernière phase qui est ce qu'on appelle le sourçage filière. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers réguliers avec toutes ces filières-là pour en fait faire un suivi. Donc on n'a pas encore attribué les premiers bâtiments. Là, ça va être annoncé dans quelques semaines et je ne spoilerai pas parce que pour des questions légales, je ne peux pas le faire. Mais du coup, là, voilà, on voit que ça prend du temps puisqu'en fait, ça a pris 5 ans là, pour finalement aboutir à ce que vraiment on ait des entreprises qui puissent répondre. Merci beaucoup. On voit que ça change pas mal le process. Ça remet en cause en fait des choses qui existaient depuis quelques dizaines d'années sur le fonctionnement de l'aménagement. Donc c'est vraiment intéressant. Joseph Matraja, vous aviez justement en préparant ces éléments-là travaillé sur le lien, enfin en disant la construction hors site ne veut pas dire industrialisation du process. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous avez 2 opérations lancées avec dialogue compétitif là, sur Pas-de-Calais Habitat. Peut-être vous pouvez prendre 1 ou 2 exemples pour nous étayer vos propos, puis je redonnerai la parole à Philippe Gonsalves là-dessus. Bien.
je vais un peu vous étonner dans ma démarche, mais je suis désolé, je vais le faire parce que c'est important. Je voudrais revenir sur ce que disait le représentant de l'Ordre des architectes sur la qualité architecturale. Nous, la qualité architecturale, c'est avant tout l'usage. On est des bailleurs, donc on construit pour des gens qui vont occuper ces logements-là et des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou peu de moyens, aux alentours de 7 € par mètre carré de location. Donc ça représente très peu. Si j'en viens à vous dire ça, c'est parce que nous, quand on a lancé notre démarche, on a lancé une démarche en conception-réalisation par un dialogue compétitif auquel ont répondu 3 entreprises, sur ces 3 groupements. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait demandé à avoir un BET, on avait demandé un architecte, on avait demandé une entreprise, un industriel, qui était en capacité de nous sortir du hors-site, pour toutes les qualités qu'a relevé monsieur tout à l'heure, et qui nous semblait être une démarche intéressante, sachant que dans l'époque que nous vivons, nous considérons que piloter une maîtrise d'ouvrage est important et qu'il faut changer nos habitudes. Et on veut bousculer ça, et en ça, on vous rejoint à 1000%. Toujours est-il que de ce résultat-là, on a obtenu donc 3 réponses. Une réponse qui ne m'aurait pas permis d'être là aujourd'hui, parce que la réponse était plutôt en structure béton, préfabriquée certes, mais béton. Et 2 réponses, une réponse en 2D, une réponse en 3D. Ce qui était intéressant, c'est que dans cette expérience-là, on arrivait avec comme des grands naïfs en pensant qu'on pensait industrialisation. Sauf que notre question, quand nous l'avons posée, on avait mis un tout petit ingrédient, mais qui a fait vraiment un effet bœuf, c'est qu'on a demandé du logement du T2 au T6. Et à partir de ce moment-là, la question qu'on a posée, d'un point de vue constructif, amener soit une réponse qui était une réponse 2D, donc assez libre en termes de conception, en termes de réponse architecturale assez sympathique, et un autre élément qui nous a donné un résultat assez sympathique aussi, mais qui nous a amené sur du 3D. Et ce qui était étonnant sur le 3D, c'est qu'on s'est retrouvé avec un module qui fait 4 mètres de large, 13 mètres de long. Et sur ce module-là, en fait, donc, nous, on n'est pas en capacité de développer du biosourcé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir la R&D pour les entreprises. On le regrette, mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais en tout état de cause, notre démarche était une démarche qui consistait donc à avoir un bloc biosourcé. Ce bloc biosourcé, nous l'avons eu. On a une réponse en 3D. L'architecte a réussi à faire un travail plutôt sympathique. Et on a réussi donc à pouvoir avoir nos typologies, donc je répète, du T2 au T6, pour ceux qui s'y collent en termes de conception, c'est absolument pas évident. Et en fait, ça donnait lieu à un Tetris géant, pour lequel il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de sens de la conception, parce que c'est absolument pas évident. Et on a pu débloquer voilà, un certain nombre de points. Donc, pour en revenir à votre question, l'industrialisation, non, on l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on a servi de prétexte à beaucoup de R&D, beaucoup de choses qui ont été traitées en site. On sait que ça prend du temps. On a eu 9 mois de dialogue compétitif. Inutile de dire qu'on a pris le temps d'étudier avec eux, de bien comprendre un petit peu. On s'est formé en tant que maître d'ouvrage. Donc là-dessus, c'était extrêmement important aussi qu'on comprenne la nouvelle façon de faire et ce qui va nous permettre de développer demain d'autres concepts. Et quoi qu'il en soit, non, on n'est pas dans un système industrialisé, pas du tout. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas être industrialisée quand on propose une typologie telle que nous l'avons proposée. Si on était sur du logement, je ne sais pas, du logement d'étudiants avec une typologie, j'allais dire entassable, c'est pas très élégant, mais qui pourrait permettre d'avoir voilà, une trame régulière, pourquoi pas. Mais là, c'était impossible. La réponse aujourd'hui, nous l'avons, voilà, mais pas industrialisée. On voit qu'on est sur des terminologies complexe, parce que je pense qu'on n'entend pas tous la même chose dans industrialisation, dans duplication, dans sur-mesure, hors-site. Enfin, on voit bien qu'il y a toute cette terminologie. Moi, je voulais aussi que vous entendiez aussi chacun des points de vue. Peut-être, Philippe, si vous voulez recompléter ce que vous m'aviez dit en préparant. Ah oui, que vous vouliez pas choisir justement des process industrialisés sur catalogue, enfin voilà, des modules sur catalogue. Comment vous arrivez dans vos projets concrètement au quotidien à ménager le hors-site
et le sur-mesure ou l'adapter à vos projets concrets? Déjà, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit et c'était important, je pense, de faire cette précision entre ces notions d'industrialisation, même si effectivement, tous, chacun, je pense qu'on a une image assez différente de ce qu'il en est. Dans notre activité, nous aujourd'hui, ça fait quasiment 20 ans qu'on est installé et on a travaillé depuis très très longtemps sur ces questions de bâtiments éco-responsables. Et assez naturellement, dès lors qu'on va vers cette construction bas carbone, le bois apparaît très vite et d'où cette possibilité de venir travailler hors site. Et donc c'est comme ça que le cheminement un peu s'est fait et qu'on a commencé à développer pas mal de projets de ce type-là. La manière dont on fonctionne, je pense qu'elle n'est pas totalement inédite et la plupart de mes confrères et consoeurs qui sont là aujourd'hui le développent de cette façon-là. C'est que le premier sujet, c'est à la fois, parce qu'on a du mal à les classer entre 1 et 2, c'est à la fois la programmation et donc la qualité d'usage, qui a été fortement expliquée, mais aussi l'adaptation à son site, à son territoire. Et ces deux équilibres, ils sont déterminants dans la manière de ensuite développer le projet, parce qu'il y a des fois des contraintes tout simplement physiques, de gabarit, de voirie, etc., qui ne permettraient pas, par exemple sur un projet, d'arriver avec des modules de 4 mètres dans un camion spécialisé. Et donc il faut qu'on travaille différemment, mais aussi parce qu'on a des natures de sol différents, des fondations différentes, etc. Tout un tas de contraintes ou d'opportunités qui font qu'on est obligé de se reposer la question systématiquement à cet endroit-là pour répondre au mieux aux usages. Et puis bien sûr je vous passe à tous les autres critères réglementaires, économiques, etc. qui font partie des cahiers de charges. C'est comment est-ce que effectivement on trouve la meilleure solution pour répondre à l'ensemble de ces sujets, puisqu'on ne peut pas privilégier l'une ou l'autre, on est obligé de répondre de manière qualitative à tous ces sujets-là. Okay. Donc on est hyper attentif à ça et à ce qu'on peut voir localement effectivement comme savoir-faire et comme matériaux. Très bien. J'essaie d'alterner entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc Benoît Mingui, je voulais t'interroger sur Nexity qui a misé fortement, on l'a vu, vous aviez communiqué dessus, sur le hors-site pour le développement de projets. Or, vous intervenez sur toute la France. Comment justement vous allez faire pour adapter ces programmes aux différents tissus périurbains, urbains, ruraux, et est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus propice que d'autres de mettre en place le hors-site? Alors, bien évidemment, déjà peut-être pour commencer, Nexity est très fortement engagé sur le bas carbone, la construction bas carbone. On a eu effectivement la distinction du label BBCA et du trophée BBCA. On a beaucoup de notre production qui est en bois biosourcé, donc une très grande partie des bureaux qui sont construits et également on a environ 1000 logements en construction en ossature bois. Et on a signé cette année de nombreux pactes FIBois. C'est pas le début de notre engagement, ça fait de nombreuses années et donc on a rattrapé un retard en signant ces pactes. La construction en ossature bois dont on a vu tout à l'heure effectivement des illustrations, on en fait depuis 10 ans effectivement et donc c'est de la construction hors site en 2D et donc d'ailleurs ceux qui ont regardé l'émission Capital hier soir ont pu voir notre mode constructif. Aujourd'hui effectivement depuis plusieurs années, depuis 4 ans, d'ailleurs, tout à l'heure a été citée l'entreprise Vestac, c'est les personnes de Vestac qui ont travaillé sur les études préliminaires pour Nexity il y a 4 ans. Depuis 4 ans, en fait, on essaie de passer au stade d'après, qui est l'industrialisation en 3D, et donc de modules complets. Effectivement, ça va pas. Je pense que ça soulève beaucoup de passion, puisque je le vois là aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est très bien. Ça va pas, à mon sens, ça va pas. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va construire en traditionnel ou en modulaire hors site. On va construire les deux et on a bien évidemment besoin des deux.
Et effectivement, comme tu le soulignes, il y a certainement des opérations ou des parties d'opérations qui vont se prêter particulièrement bien à faire de la construction hors site, et puis des parties qui seront bien plus souhaitables à faire sur site avec des techniques traditionnelles. Donc moi, je n'opposerai pas ces deux éléments. Sur la construction hors site 2D, on travaille effectivement beaucoup sur tous nos programmes partout sur le territoire avec des architectes pour pouvoir avoir bien évidemment une bonne intégration urbaine et en même temps on travaille avec nos clients pour que effectivement on puisse répondre à leurs enjeux, que ce soit des enjeux de coût, des enjeux d'usage, des enjeux techniques ou fonctionnels. Quel type de projet? Aujourd'hui, je pense que effectivement, naturellement, la construction hors site se prête à tout ce qui est répétitif, tramé, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous, on va viser aussi bien donc, des résidences gérées, aussi bien du résidentiel collectif, donc des logements collectifs, et également des maisons individuelles, puisque effectivement, il y a des acteurs sur la maison individuelle. Maintenant, je dirais, on a un certain nombre d'enjeux à... Tu ne m'as pas posé la question, mais ouais, pour pouvoir mettre en place ça, puisque j'entendais effectivement la création de l'association hors site, et j'en suis ravi, on a un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'est effectivement... alors, il y a deux enjeux qui vont en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une filière industrielle, donc il faut créer une filière industrielle, et il faut en même temps, dans le même délai, créer la demande. Parce que si on crée une filière industrielle et qu'il n'y a pas la demande, eh ben, ça ne marche pas. Et si on crée la demande et qu'il n'y a pas la filière industrielle, ça ne marche pas. Nous, on n'est pas un industriel chez Nexity. Donc, naturellement, on est allé voir un certain nombre d'acteurs. Donc, on connaît pas mal d'acteurs en France. Et quand on a mis en place notre projet, on est allé voir aussi ce qui se faisait à l'international. Il se trouve qu'il y a des pays en dehors de France qui sont pas mal avancés sur la construction hors site, où effectivement on voit des installations industrielles qui sont volumiques, qui servent des volumes importants et qui ont développé de la productivité. En fait, aujourd'hui, puisque l'objectif c'est pas d'être hors site pour être hors site, l'objectif c'est d'être hors site parce que on souhaite apporter une performance, une qualité, une productivité, enfin un ensemble qui va être plus désirable. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des filières industrielles sur lesquelles on ne se pose pas la question d'être hors site. Est-ce que vous achèteriez une voiture qui est faite sur site? Non. Une Tesla, a priori, vous allez pas dire que c'est pas bien parce que c'est industriel. Vous n'allez pas dire qu'un iPhone, il faut le construire sur site. Et ben voilà, le sujet, je rejoins complètement ton sujet Stéphane sur le fait qu'on doit effectivement générer des gains de productivité. Et du coup, justement, ça rebat aussi les cartes, un peu comme GA a pu intégrer au Savoie, sur le lien entre le promoteur et le constructeur. En fait, je ne le dirais pas comme ça, c'est-à-dire que nous, on a cherché sur le territoire, on n'est pas un industriel, on a cherché sur le territoire des acteurs, et aujourd'hui, et je vous rejoins complètement, on n'a pas trouvé d'acteurs industriels au sens où aujourd'hui, l'offre que nous propose qu'on nous propose aujourd'hui, elle est moins bien positionnée en termes de coûts. Alors probablement qu'il y a une phase d'amorçage qui va nécessiter effectivement d'avoir des positionnements, enfin des opérations, des premières opérations qui sont un peu plus coûteuses. Et d'ailleurs, on sera très content qu'on ait un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent là-dessus. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans d'autres pays, et donc nous, on a annoncé un partenariat avec un acteur anglais qui s'appelle Top Hat. Et c'est un acteur qui a très fortement investi. Pour vous donner un ordre de grandeur, les levées de fonds qu'il y a en France, elles sont inférieures à 10 millions d'euros. Aujourd'hui, Top Hat a déjà mis en œuvre plus de 200 millions d'euros. Donc, on est sur des échelles qui sont très différentes. Et moi, je serais ravi qu'on n'ait pas à aller regarder à l'extérieur de France et qu'on ait déjà disponible une filière en France pour pouvoir justement servir les enjeux de coût et de qualité qu'on a.
Là-dessus, Benoît, je me permets de te couper, comme ça on fait la transition vers cette deuxième partie. Bah, c'était justement, je voulais que tu fasses cette transition parce que là on parle vraiment de questions d'offres et de demande. On a beaucoup parlé plutôt de la commande, mais du coup il faut qu'on s'intéresse aussi à ce qui fait l'offre. Et donc là, toi tu dis, aujourd'hui, au vu de la multiplication, de la massification de la commande que toi tu ne l'as pas trouvée en France, et donc tu as été chercher un industriel, Nexity a été chercher un industriel anglais. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de faire venir des usines, enfin qu'ils installent des usines avec des emplois français. Juste parce que j'ai eu pas mal de questions autour de ça, que je autant précise que un les peu choses ça. soient dites. L'objectif, c'est, et je partage complètement la volonté. Moi, je suis très engagé pour mon pays également, et je partage très fortement la volonté d'avoir une filière forte en France. Effectivement, aujourd'hui, on entend un certain nombre de messages sur la volonté de développer cette filière. Donc nous, on souhaite être un acteur effectivement de ça. Clairement, on souhaite développer des capacités de production en France qui soient performantes, et donc on se dit ça peut être un moyen d'accélérer. Mais ce ne sera pas le seul ingrédient, puisque, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait effectivement une offre, donc une filière française industrielle, mais il faut aussi qu'on ait une demande. Et donc, pour la demande, je pense que dans les facteurs de succès, il y a un certain nombre d'éléments. Il faut évidemment concevoir des programmes déjà en conception hors site. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de bénéfices, mais vous avez aussi des contraintes, puisque l'industriel a préconçu un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer ces contraintes dès la conception. Il ne faut pas concevoir des projets et ensuite revenir en arrière. Enfin, ceux qui font la construction déjà hors site, en 2D, savent ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Il faut effectivement qu'on ait des marchés de sortie qui tirent cette demande, parce que effectivement, industriel, les investissements que je viens d'évoquer, Nexity s'est posé la question, même par le passé, d'investir. C'est des investissements très significatifs. Et effectivement, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'aléa de la sortie n'est pas évident. Après, je pense qu'il y a quand même deux autres éléments qui sont très rapidement, très importants. J'aimerais passer la parole à le premier, c'est on parle de performance carbone, et je suis assez surpris dans cette industrie que la surperformance carbone ne soit pas valorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous construisez une voiture, et d'ailleurs on est dans le Sénat aujourd'hui. Le Sénat a fait des rapports sur le bonus écologique du véhicule, pointant qu'on finançait de la valeur ajoutée produite en Chine. On a un coût à la tonne de CO2 dans le véhicule qui est de l'ordre de 500 €. Dans le logement, on a des leviers qui sont beaucoup plus efficaces. Et quelque part, si on avait cette valorisation de la performance carbone, ça serait spontanément, on le voit bien d'ailleurs, on a aujourd'hui des usines de batteries, j'en suis très fier, qui s'installent en France. Si on veut avoir des usines de logement, clairement, il faut qu'il y ait un incitatif. Voilà, donc alors ça pourrait très bien être indolore pour les finances publiques, si on pouvait par exemple émettre des quotas volontaires, ça on peut déjà le faire, mais des quotas de CO2 qui permettraient effectivement de valoriser la surperformance. Et le deuxième point, juste dernier point, c'est effectivement il nous faut une stabilité des réglementations. Et aujourd'hui, on a effectivement un projet de réglementation incendie qui, quelque part, met de l'incertitude, et l'industrie a plutôt vu qu'il y a des investissements importants et des risques importants. On l'a vu, c'est une industrie, vous avez vu Catera, vous avez vu Ilke Homes il y a 2 mois en Angleterre qui a fermé, alors qu'il avait levé 100 millions de pounds au mois de décembre de l'année dernière. Donc c'est quand même une industrie fortement à risque, et il faut qu'on arrive tous ensemble à réduire le risque. Et après, naturellement, je pense que ce sera un énorme débouché pour les filières du chanvre, de la paille, du bois, bien évidemment, de toutes ces filières-là, puisque effectivement, une fois qu'on a l'outil industriel en France, une fois qu'on a la capacité finalement à pouvoir générer du volume, ce sera une plateforme
excellente, je pense, pour intégrer différents matériaux. Alors, non, tu as dit beaucoup de choses. Je pense que voilà, je voyais les uns les autres réagir. Ça me fait une parfaite transition vers... en plus, on a la chance d'avoir des sénateurs et des députés pour entendre ces questions-là de réglementation, d'anticipation, de long terme. En fait, on voit bien que... alors, c'est des grands mots, hein, la question de contractualisation entre les... Mais s'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'investissement industriel. En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, c'est une question de poulet d'œuf. À qui lance? Donc là, on voit quand même qu'on a des maîtres d'ouvrage et des aménageurs qui donnent un tempo. Et derrière, il faudrait que ça puisse suivre dans les territoires. Et surtout qu'on sent que ça peut être vraiment vertueux. Donc, Lionel Cos, vous êtes député des Landes. Je pense que les Landes, ça ne nous aura pas échappé. Il y a un peu de bois. Il y a un peu de forêt et il est parfois récolté, et je crois qu'il y a même du chanvre. Vous m'aviez parlé des chanvres de l'Atlantique, c'est ça? Oui. Donc vous avez, enfin, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, alors vous avez aussi une expérience en tant qu'élu local, en tant que maire, sur la construction d'une école, mais comment on fait le lien entre justement la maîtrise d'ouvrage et le développement, comment ça tire une filière locale, régionale au moins, industrielle? Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces questions. Alors, en effet, je ne vais pas m'aventurer à aller sur la définition du hors-site ou de l'industrialisation, parce que j'ai bien compris qu'il fallait laisser ça aux professionnels, c'est bien mieux. Et moi, en tant qu'élu, ce que je voudrais vous dire cet après-midi, suite à toutes les interventions qu'il y a eu de grande qualité, c'est peut-être donner la vision et le sentiment de ce que je vois, de ce que je ressens sur mon territoire et ce que je ressens au niveau national. Il y a des initiatives, je dirais, formidables. On en a vu plein, on en a sur tous les territoires. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait quand même, avant d'industrialiser, une approche aussi territoriale de tous ces enjeux, parce que la filière, certes, il y a une filière nationale, mais on a aussi les filières locales. Voilà. Donc, si on attend effectivement d'avoir une filière nationale pour répondre aux besoins nationaux, on n'y arrivera jamais. Par contre, on peut avoir des filières locales qui répondent aux enjeux locaux, et là, on a besoin, en effet, que tout le monde se mette autour de la table et que tout le monde participe, je dirais, à développer ça. Je dis, moi, j'ai un territoire où, sur les Landes, alors effectivement, on a une forêt, mais pas forcément une forêt de construction en partie, hein, les napoléoniennes, mais qui servait tout au début à faire en sorte que les marécages soient absorbés. Et puis, bon, derrière, on fait beaucoup plus de palettes ou de papier qu'effectivement de construction, mais on en fait aussi, mais je dirais plus sur éventuellement les parquets ou d'autres choses de ce style-là. Mais oui, c'est une forêt de culture. Et elle a été créée comme ça, et elle se développera ainsi de toute façon dans le département des Landes, et on y tient énormément. Au-delà de ça, moi j'ai sur mon territoire une technopole qui s'appelle Domoland, technopole qui a été créée il y a peut-être 20 ans, une dizaine d'années, justement pour créer des piliers d'entreprise avec des startups liées justement sur tous les matériaux de construction, sur tous les enjeux de construction d'aujourd'hui et de demain. Cette technopole nous permet aujourd'hui d'avoir des entreprises qui commencent à peut-être s'industrialiser, je dirais si ça correspond à la définition, mais qui étaient sur des ateliers, enfin, des entrepôts de la technopole, et qui aujourd'hui ont construit sur un site, on a réservé 300 hectares, déjà à l'origine, au bord de l'autoroute, pour justement développer tout cet écosystème localement. Donc on a Domoland à Pépinière avec justement de la recherche, des entrepôts pour démarrer, et derrière nous avons aujourd'hui des grosses entreprises, enfin, moi je considère grosses localement, telles que Materup sur le béton bas carbone, que vous connaissez bien, c'est mon territoire. Nous avons Wateco, nous avons les Chanvres de l'Atlantique, nous avons énormément, je dirais, d'offres, et avec, je dirais, une palette assez diversifiée pour pouvoir répondre aux besoins de ce territoire. Maintenant, ce que me disent, moi, les chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir en arriver là, ils ont dû investir beaucoup. Et cet amortissement est très pesant. Pesant, effectivement, pour pouvoir répondre aux entreprises, aux maîtres d'ouvrage, et pour pouvoir être concurrentiel. Donc ça, il faut vraiment qu'on ait les réponses pour pouvoir les accompagner. Alors, là, ils ont toutes été accompagnés à travers l'État, France Relance 2030 ou l'ADEME, des projets comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Derrière, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, est-ce qu'il y a, je dirais, il y a un avenir aux entreprises? Oui, bien entendu. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Non. Voilà, il faut qu'on continue à travailler, mais pour ça, on a besoin aussi de ceux qui sont là autour de la table et qui ont besoin de travailler avec ces entreprises, parce qu'il faut les aider à passer à la vitesse supérieure. Mais leur objectif, c'est peut-être pas forcément de devenir des entreprises nationales ou internationales.
C'est pas ça, parce que quand on fait du chanvre, quand on fait Matter-Up avec à base d'argile, ça dépend du territoire, il faut que l'argile vienne de proximité, etc. Alors pour reproduire effectivement ce modèle d'entreprise sur d'autres territoires, mais l'objectif c'est pas de faire le tour de la France avec effectivement des camions et des matières premières. Donc il faut qu'on arrive à trouver, je dirais, vraiment un aménagement du territoire complet, parce que nous avons besoin de garder ces activités sur notre territoire. On voit bien qu'il y a quand même des besoins, qu'on est en train tous d'y passer, c'est une nécessité. Il n'y a pas assez aujourd'hui d'hors-site, mais je suis d'accord, l'hors-site, il y a des choses très différentes dans le hors-site, j'allais dire tout et de rien, oui, voilà. Et d'ailleurs, votre question est très intéressante parce que vous avez mis hors-site écologique et de qualité ou un point d'interrogation. Et c'est vrai que moi, vous me dites, est-ce qu'il faut faire du hors-site ? Je l'ai fait en tant que maire. Je l'ai fait, mais quand j'ai souhaité faire du hors-site, c'était pour agrandir des écoles, par exemple, parce que je ne voulais pas de nuisance. Parce que pour moi, hors-site, c'était gain de temps. Pas de nuisance, pas de bruit, gain de temps. Donc je continue à faire effectivement fonctionner les écoles pendant le temps scolaire. Et on pouvait, à part la chape, tout le reste a été fait, je dirais, avec les trucs qui sont arrivés. Il n'y a plus que du montage. Donc effectivement, c'est très confortable. Voilà, quand on est dans un site dans lequel vit déjà pas mal de gens, en termes de nuisance, c'est important. Mais naturellement, la question du côté écologique et du côté, je dirais, qualité, c'est pas ce qui m'est arrivé au début. Alors après, c'est arrivé, puisqu'on a choisi de travailler avec une entreprise en bois, etc. Donc toute la charpente a été montée et ça a été fait effectivement sur du hors-site. Vous avez pensé d'abord hors-site et ensuite matériaux. J'ai pensé d'abord qualité pour les élèves, et ensuite, qualité pour le site, voilà, rapidité, et ensuite, dans un second temps, on s'est renseigné. Bon, c'est vrai que sur leur site, on nous a fait beaucoup de propositions. Hein. Il y a des préfabriqués, il y a des trucs en bois, il y a des choses, voilà, etc. Et là, on a voulu aller sur effectivement quelque chose, bon, pour nous, qui était sur le plan environnemental beaucoup plus qualitatif, en travaillant avec une entreprise des Pyrénées-Atlantiques. J'étais maire Saint-Martin-de-Seigneur, juste à côté des Pyrénées-Atlantiques, même si c'est dans les Landes. Et donc, ça nous a permis voilà, de faire travailler aussi une entreprise locale, mais une entreprise locale qui avait les capacités de réaliser sur du hors-site. Donc ça aussi, c'est un enjeu, parce que je pense que beaucoup de petits artisans, de petites entreprises n'ont pas la capacité aujourd'hui de faire du hors-site. Donc il faudra quand même s'interroger là-dessus. C'est un des sujets, voilà, je ne sais pas s'il y a des expériences qui se font sur d'autres territoires, mais je crois qu'en effet, il va falloir accompagner tout le monde à pouvoir faire aussi du hors-site, parce que si les maîtres ouvrages demandent du hors-site, il faut que les petits artisans locaux, les petites entreprises locales soient en capacité de pouvoir faire de aussi, donc de pouvoir trouver des entrepôts pour pouvoir préparer, travailler, etc. Il y a la question des entrepôts, de la logique foncière, comme vous disiez. Après, il y a la question des groupements. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on cite souvent, nous, dans la filière bois, l'exemple de Mètre Cube, qui est quand même un bon exemple de réussite. On n'en a pas tant que ça, mais c'est de plusieurs charpentiers qui se sont mis ensemble pour pouvoir répondre à des marchés d'une taille donc ça peut se faire à différentes, j'imagine, hauteurs de marché, dans des plus localement, avec des regroupements d'entreprises. Il faut mutualiser ce que l'on peut mutualiser. Voilà. Et il y a des structures juridiques. Tu as tout à l'heure parlé d'une coopérative. Moi, j'ai une coopérative d'entreprise et d'emploi, enfin d'activité et d'emploi, sur l'éco-habitat, l'éco-action, qui est basée à Tarnos, sur son territoire depuis un an aussi, une bonne dizaine d'années, et qui a 70 chefs d'entreprise sur des corps de métiers très différents. Ils travaillent tous ensemble, bien entendu. Et là, ils sont hébergés et logés sur une pépinière d'entreprise, voilà, avec des locaux, des entrepôts qui sont mis à disposition de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui a été créé qui leur permet de se développer, quoi. Tout à fait. On va revenir rapidement avant la fin. On reviendra sur la question des aides, peut-être de la loi industrie verte aussi. Enfin, je voulais repasser la parole à Tristan Riom, puisqu'il n'a pas eu le temps de développer tout ce que vous vouliez dire. Justement, sur ce lien, ce que je trouvais que vous pouviez très facilement, dans votre positionnement, nous démontrer comment la commande publique, en fait, peut tirer toute une filière régionale. Peut-être vous avez quelques chiffres, mais en tout cas, comment, voilà, quand dans des cahiers des charges, ça apparaît très clairement, finalement, quelques années après, parce qu'il y a une volonté politique, les choses s'enchaînent. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je vais commencer par un chiffre pour faire sérieux. Donc, le projet Pierre-Mille-les-Îles, c'est en termes pour la filière paille, c'est 10 fois ce que fait aujourd'hui la Bretagne sur la filière paille. Donc, on montre qu'avec un projet de ZAC sur notre métropole, en fait, on tire complètement une filière. Ça vient du coup d'un engagement politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire
nous, voilà, en tant que moi je suis vice-président de la métropole, donc je suis dans un exécutif, il faut dire au service, vous allez passer du temps, vous allez vous casser les dents avec les filières à faire des choses où tout le monde dit ce n'est pas possible, on va essayer de le faire ensemble. Donc en 2019, on a signé une charte qui en fait donnait un certain nombre d'engagements avec les filières, notamment de faire x3 sur le biosourcé dans nos projets, d'atteindre 30% d'ici 2025 de projets en bois et biosourcés sur les projets de la métropole, ce qui serait du coup 3 fois plus que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la filière au niveau national. Ça, typiquement, les acteurs de la promotion, ils nous disaient, en fait, c'est juste pas possible, vous allez vous casser les dents et vous allez revenir sur l'engagement d'ici 2 ans. Mais en fait, non, on tient, on le fait parce qu'on sait qu'on va tirer une filière et que du coup, ensuite, tout le monde s'y met, et notamment les investissements. Monsieur a parlé d'investissements de 200 millions d'euros dans des grandes startups. Bon, nous, je pense que les charpentiers du coin ne sont pas sur ce niveau d'investissement. Par contre, s'ils veulent investir quelques centaines de milliers d'euros sur des nouveaux outils, ils ont quand même besoin d'être assurés qu'il y aura des débouchés. Donc ça a été ça, ce premier élément, un engagement politique fort, affiché, une charte qui est signée. Nous aussi, on a dû changer quelques éléments comme les règles du plume pour avoir 10 cm de plus sur les planchers, enfin des choses très techniques, mais on sait que c'est ça qui bloque les projets, et assumer en effet d'utiliser la commande publique comme un vrai levier. Alors, soit dit en passant, ça pose une question, parce que du coup, c'est les collectivités locales qui financent la structuration des filières. Et puisqu'on est dans la représentation nationale, on peut aussi se dire qu'il faudrait aussi que du coup, il y ait un échange avec le national pour qu'on ait aussi une structuration des filières au niveau national. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Tout à l'heure, dans une table ronde, il y a une interpellation là-dessus sur structurons les filières au niveau national. Je pense que c'est absolument nécessaire, parce que nous, sur le terrain, il faut qu'on ait des acteurs qui aient les moyens de passer du temps, de faire des avis techniques, tous les sujets qui permettent de faire sortir. Et donc ça, j'ai parlé du projet exemple qui était Pirmine-les-Îles, mais ensuite ça vient infuser dans toute la métropole sur tous nos projets. Donc là, on vient de sortir un projet qui s'appelle Moutonnerie, c'est une maison d'accueil de jour, 400 mètres carrés, et on a atteint le label biosourcé numéro 3. Et typiquement, tous les projets maintenant, ils doivent atteindre ce label biosourcé, parce qu'il faut absolument qu'on vienne en fait structurer sur le long terme la filière. C'est pas juste des projets exemples, c'est le long terme aussi. Dorénavant, le message il est envoyé. Là, c'est une maison une structure ossature bois avec de la paille. Et donc voilà, on vient répéter. Et tout à l'heure, ça a été cité aussi Mélinet, où on a fait un projet exemple quand même pour le béton de chanvre. Les enseignements qu'on tire de tout ça, c'est, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'attende. C'est-à-dire que si moi, en tant que collectivité, je dis je vais attendre que les acteurs se structurent, et qu'eux disent on attend que vous commandiez, ça ne va pas aller. Donc il faut absolument qu'on aille en même temps. Il faut utiliser la commande publique pour structurer et pour les filières et pour étendre le domaine d'emploi, c'est-à-dire ce qu'on ne pensait pas possible de faire en R+3, on va le faire en R+4, etc. Enfin, qu'on augmente nos exigences. Et vous l'avez dit, il faut qu'on se forme en interne, parce qu'il y a beaucoup de résistance en interne dans tous les corps de métier, parce qu'il y a beaucoup de choses, on pense que c'est pas possible. Donc nous, voilà, on forme nos agents, on essaie de connaître au mieux les filières et les acteurs du territoire, on identifie les labels qui marchent et ceux qui marchent pas trop, et on essaye de lever les freins réglementaires. Vous me laissez encore un peu de temps ou j'arrête ? Je peux vous les... Non, mais du coup, je vais juste terminer en disant qu'on a un vrai enjeu, parce que là, on a une entrée bâtimentaire, c'est-à-dire on se dit comment on fait un bâtiment qui soit mieux d'un point de vue thermique, qui soit moins dérangeant pour les gens qui sont dedans. Donc c'est pour ça que le biosourcé hors site, il est évident. Il ne faut pas qu'on perde le biosourcé dans cette histoire de hors site, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du hors site avec du polystyrène ou des trucs dégueulasses. Il faut vraiment qu'on pense à l'avenir à un bâtiment décarboné, donc il faut vraiment que ce soit que du biosourcé. Mais il faut aussi qu'on se dise qu'il faut qu'on prenne tout ça comme une filière stratégique économique. Et pour le coup, c'est important, c'est-à-dire que ça vient infuser le territoire d'un point de vue économique. Il faut qu'il y ait des formations derrière. Il faut qu'on assume de dire l'avenir, c'est pas de construire des avions, c'est le chanvre et la paille pour les bâtiments. Voilà, donc c'est un peu radical, mais c'est une vraie réorientation économique qu'il faut assumer aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas assez dans tout le débat qu'on a eu sur la réindustrialisation française, tout ça. C'est absolument essentiel de dire que les filières économiques de demain, c'est celle-là. Vous êtes des véritables... Vous avez une ovation. En fait, pour vous, en tant que collectivité, j'ai l'impression que les filières sont des partenaires. Et donc, vous les aidez, vous avancez ensemble dans cette logique-là, les filières biosourcées en l'occurrence, puisqu'on parle de ça. Oui, évidemment, parce qu'en fait, elles viennent crédibiliser notre discours. Nous, en fait, en tant qu'élus, on ne peut pas avoir juste des résistances. Si demain, je vais voir
s'il y a 5 ans, on allait voir des majors de la construction en disant on va faire plein de projets en bois et en paille, ils nous regardent en disant bah non, ça fonctionne pas, ça coûte trop cher, on n'a pas les formations, etc. Donc on a besoin de gens qui nous disent si c'est possible et qui nous accompagnent sur le chemin. C'est pour ça que je vous ai dit que les projets comme Pierre-Mille-les-Îles, mais il pourrait y en avoir d'autres, on est sur le terrain, donc on n'est pas des rêveurs, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des limites, on sait bien qu'il y a des complexités, on identifie les ressources locales et on se regarde comment est-ce qu'on avance ensemble pour en fait faire que tous les trucs qu'on a dans les plans climat, par exemple, nous à Nantes, on est censé être à partir de 2030, tous les bâtiments qui sortent sont censés être 100% décarbonés. Et c'est pareil sur la stratégie nationale bas carbone. Je pense qu'on ne va pas y aller. Enfin, je pense que ça ne va pas marcher. Donc il faut quand même qu'on se mobilise et qu'on se demande comment est-ce que les filières de terrain, c'est-à-dire les gens qui construisent vraiment, ils peuvent nous accompagner sur ces tableaux Excel qu'on a fait pour respecter on a les des accords de exemples Paris. concrets de changement d'échelle. Là, on parlait vraiment, donc on voit bien que c'est possible de dupliquer. Joseph Matraja, je vais vous laisser la parole sur des derniers points d'échange. Vous aviez parlé aussi de comment on aide les maîtres d'ouvrage, les questions des subventions, enfin que sans ça. Non mais c'est intéressant parce que en fait là on rentre dans le concret. On a aussi j'ai envie qu'on ouvre. Alors vous pouvez aussi nous parler d'autres choses 3 minutes si vous voulez, mais l'idée c'est de se dire quelles sont. J'aimerais vous tous vous entendre un peu sur des pistes d'avenir. On a la chance d'avoir quand même d'être au Parlement. On peut pousser des choses pour se dire dans des lois. Alors on parlait beaucoup de la loi industrie verte parce que ça nous a un peu frustrés de ne pas être que le bois et la biosourcée soient pas au cœur de nos sujets, mais on verra avec les conclusions de la paille et du chanvre aussi. Il y a des sujets réglementaires à pousser. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus? Alors, en fait, je reviens à ce que disait monsieur tout à l'heure sur la non-valorisation du positif. C'est-à-dire que, alors je pense que les aménageurs, je pense que Nexity dans le même sujet que nous, c'est qu'aujourd'hui, tous les intrants positifs, c'est-à-dire que tout ce qu'on est capable de développer de positif sur ce type de projet, ne ressort pas ni dans nos bilans, ni dans notre comptabilité, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'en termes de financement, encore une fois, un bailleur social ne peut pas se permettre de faire du développement de matériaux biosourcés, mais il doit l'accompagner. Donc nous, on est en train de réfléchir à ça pour essayer d'accompagner dans nos bilans d'opération toutes ces valorisations positives que l'on peut avoir, avec pourquoi pas une économie sur le carbone. Autre chose, parce que je ne voudrais pas rester sur une note négative, on n'a pas trouvé l'industrialisation, mais on le cherche toujours, on ne lâchera pas. J'ai perdu le fil. Oui, non, simplement, on est en train de mettre en place aussi un système. C'est-à-dire que nous, on pense que l'industrialisation peut être possible à condition qu'on valorise notre commande différemment. Donc là, on va partir sur un marché à bon de commande, sur lequel on va définir un certain nombre de points importants pour nous. Ce sont des maisons individuelles qui sont couplées, parce que la province aime beaucoup les maisons individuelles. Il se trouve qu'on a du foncier valorisable, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on va partir là-dessus sur un marché à bon de commande, où on a décidé de faire que du hors-site. Notre objectif, c'est d'aider au développement de la filière, de manière à dire, tout ce qu'on vous propose comme programme ne peut être fait qu'en hors-site. Nous vous commandons entre 50 et 100 maisons par an qui sont précommandées, pré-industrialisées. Et donc là, on veut participer à cette industrialisation-là. La question reste la qualité architecturale dont parlait monsieur. Donc nous aurons la qualité d'usage, ça c'est sûr. La qualité et l'esthétique, c'est un autre sujet et il faudra qu'on y travaille site par site. Mais voilà, je voulais finir par une note positive. C'est très bien et ça donne vraiment des éléments concrets pour la suite. Benoît, je ne vais pas te laisser la parole parce que tu as trop parlé. Je vais donner la parole à Stéphane, peut-être, sur le sujet, en 2 mots, trois perspectives. Qu'est-ce que tu as dit au ministre du Logement? Enfin, voilà, tout ça, quoi. Alors, très, très rapidement, pour parvenir sur des choses qui ont déjà été dites, on a un vrai sujet sur la production des ATEX, des avis techniques, etc. C'est pas du législatif, c'est pas du réglementaire à proprement parler, encore que il y a à un moment donné juste un besoin de démultiplier la capacité à produire des avis techniques et des ATEX, et pas à dépendre de la file d'attente d'un acteur qui fait très bien son travail, c'est pas la question, mais qui est en limite de capacité. Et ça, je pense que c'est majeur parce que la filière hors site, elle va nécessiter d'apprendre très concrètement. Deuxièmement, un point qui n'est pas que sur la question de la construction hors site, qui dépasse ça,
c'est la question du zéro artificialisation nette. Attention, donc zéro artificialisation nette, moi je ne suis pas du tout inquiet sur la production de logements avec zéro artificialisation nette. Exemple très concret, le SDRIF en Île-de-France a restreint drastiquement la consommation de foncier sur la dernière décennie, presque un moins 50% sur la dernière décennie, et dans le même temps, on est passé de 40 000 logements par an à 70 000 logements par an. C'est les chiffres de 2019. Depuis, on est redescendu, mais ça n'a rien à voir avec l'artificialisation. Par contre, et je prends l'exemple de l'Île-de-France, mais il est réplicable dans plein d'autres territoires, les fonciers économiques sont sous pression. En intra-A86 en Île-de-France, 50% des fonciers économiques, je ne parle pas du tertiaire, je parle des zones d'activité, vont être détruits dans les 10 ans au profit du logement. Or, construire hors site, des sites de production, on a besoin de foncier. Nous, à Grand Paris Aménagement, c'est une de nos priorités. On a un mode d'attribution des fonciers on gère quand même 5000 hectares de foncier en Île-de-France, donc ça nous permet quand même d'avoir un terrain de jeu pas inintéressant. On a oui, 5000. On donne la priorité aux sites de construction hors site ou associés en éco-construction pour implanter les Avec sites. la question de l'acceptabilité aussi quand même dans zone urbaine ou périurbaine, de l'implantation d'entreprises. Non, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de... Ça dépend où on va, mais honnêtement, c'est pas en tout cas, on a une diversité de territoires qui fait que bien sûr pas n'importe où, mais on sait à peu près, enfin un acteur de notre taille sait à peu près le faire, bien sûr dans un dialogue à chaque fois avec les élus. Il nous reste 2 minutes. Tout à fait. Vraiment, je voudrais juste évoquer un point sur la valorisation parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a une valorisation du carbone qui est en marche. Par contre, elle ne touche pas la plupart des acteurs qui sont ici. Elle touche les investisseurs de long terme. Alors si les bailleurs sociaux en sont, c'est la taxinomie verte européenne. Et la taxinomie verte européenne, alors je ne vais pas m'étendre sur la définition parce que c'est un tout petit peu complexe. Par contre, c'est en train de révolutionner les stratégies d'investissement de long terme des acteurs. Ce qui renvoie à une vraie question. Notamment sur le collectif, je ne parle pas du logement individuel, c'est la question de la détention de long terme d'actifs, non pas en copropriété, mais en pleine propriété. En gros, c'est le retour des institutionnels sur le logement. Et les institutionnels, je peux vous dire que la question de la qualité et de la pérennité, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en tant que bailleur social, c'est bien au-delà de la question du coût de construction, c'est du coût d'usage sur le long terme. Et ces acteurs-là sont des défenseurs, non pas du hors-site pour le hors-site, enfin, je ne sais plus qui disait, on s'en fiche, mais pour les qualités de pérennité que ça produit. Ok, merci beaucoup. Je finirai avec le député Cos. Je voudrais juste entendre nos 2 représentants architectes juste avant, et puis je finirai avec vous. Juste peut-être, Philippe, vous m'aviez parlé aussi quand même que le lien, pareil, avec le territoire toulousain, là en l'occurrence, est-ce que vous avez vu des évolutions sur l'impact sur les entreprises et je crois que vous avez pas mal bénéficié de subventions. Est-ce que sans subventions, quand même, aujourd'hui, ces immeubles peuvent sortir? Alors, ouais, deux questions. Sur la partie effectivement subvention, dès lors qu'on est sur des projets qui ont vocation à être des têtes de proue ou emblématiques, on est forcément sur des choses extraordinaires et ça nécessite des aides, évidemment. Donc là, le projet de Woodart qui est cité, qui est 13 mm² en centre-ville toulousain en 75% bois, avec une opération mixte, logement, hôtel et commerce. Ce projet-là, porté par un promoteur privé, qui est ICAD, sans l'aide de la région de l'Europe, n'aurait pas vu le jour, ça c'est évident. C'est quasiment 10% du projet hein, en montant de travaux, donc c'est énorme. Mais voilà, il y a eu beaucoup de sujets, et on ne pourra pas le développer là ce soir. Mais en tout cas, ce projet-là, au-delà de la subvention, et puis c'était entre guillemets aussi une contrepartie absolument nécessaire, a permis d'accompagner justement ce processus de développement de filière, notamment à l'occasion sur ce projet-là, c'était s'assurer de la provenance des bois, puisque de suite ça représentait un volume monstrueux sur la région, et en plus de voir comment est-ce qu'on trouvait des solutions de fabrication de panneaux de CLT
en local aussi, puisque c'est pareil, au mieux on peut avoir les bois, mais au pire ça partait en Europe du Nord pour être assemblé et collé. Et donc là, grâce à effectivement ce travail de filière globale et de la région, on a réussi à mettre en place une unité de fabrication sur place, sur la région, et donc on a plus de la majorité des planchers CLT qui ont été fabriqués sur site. Donc oui, c'est la richesse. On voit l'effet levier quand même d'un projet qui ensuite en entraînera d'autres. Bien sûr, c'est la richesse de ce type de projet-là, c'est que du coup ça embarque plein de possibilités et d'acteurs qui poussent, et voilà, c'est à reproduire. Christophe, en 2 mots, quelques perspectives des demandes ou... Oui, alors déjà, je remercie de nous avoir invités parce que ça nous permet de débattre, et surtout, on le sent qu'on a encore besoin de continuer à débattre. Parce qu'on n'est pas bien sûr. Est-ce que la sable est disponible demain? Alors, pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, bien. On n'est pas d'accord sur tout, bien entendu. Je voulais juste rappeler 2 choses que j'ai entendues tout à l'heure. Le premier, c'est que je pense qu'on ne peut pas toujours comparer la construction du logement à la construction automobile. Je le dis sincèrement. Il ne faut surtout pas tomber dans cette erreur-là. Parce que la construction de logement, le logement n'est pas un produit de consommation. Le logement n'est pas un produit de consommation. Et la voiture n'est pas d'intérêt général, ni le smartphone. Donc il faut éviter cet écueil. Et donc c'est pour ça qu'on doit continuer à débattre ensemble. Autre point, je suis d'accord avec Stéphane, bien sûr, les ATEX, il faut y travailler, c'est indispensable. La recherche et développement, c'est 70 000 € un ATEX aujourd'hui, un maître d'ouvrage, on en a autour de la table, ne peut pas se payer un ATEX pour tous les chantiers, et notamment, quand ils ont un ATEX, ils ne peuvent même pas le reproduire souvent sur le terrain d'à côté. Il faut vraiment travailler avec le CSTB pour peut-être ouvrir à la concurrence l'attribution des ATEX, on en a déjà parlé, mais en tout cas, elle est le moyen d'aller plus vite et moins cher sur ce sujet-là. Et puis en même temps, je voudrais continuer à débattre, bien sûr, sur cette histoire de non-problématiques foncières et de maisons individuelles et de contrats cadres. On pourrait encore en parler, M. Matraja, avec plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le hors-site nous permet aussi de continuer à discuter entre nous, ce qui n'est pas souvent courant dans la construction, parce que souvent on a chacun nos chapelles. Et là, aujourd'hui, on voit un sujet qui nous réunit autour de la table et qui nous permet de débattre et d'apporter des solutions pour que les choses se passent de mieux en mieux. On est ravis d'avoir créé ce moment de débat. Monsieur le député, est-ce que, avant qu'on passe à la conclusion avec nos 3 derniers intervenants et le sénateur Gontard notamment, peut-être sur l'industrie verte ou sur 2-3 éléments aussi que vous avez pu voir, vous Il va falloir qu'on se revoie très très vite. À quand la prochaine date? C'est vrai, si je commence et que j'ouvre d'autres dossiers, on n'a pas fini. Moi, ce que je voudrais dire peut-être en conclusion, c'est qu'ici, il y a eu des choses très importantes qui ont été dites cet après-midi. Ce que je veux vous dire en tant que parlementaire, ma vision, et ce que je peux voir, parce que je préside le Conseil national de l'habitat aussi, lundi matin je suis à Toulouse avec tous les professionnels de la construction aussi, je tourne un peu sur tout le territoire, vous dire que vous n'avez pas que des amis non plus. Nous n'avons pas que des amis non plus. Ici, nous sommes tous amis, mais des fois, il y a des choses compliquées. Voilà, il faut se le dire. Il y a aussi des filières, des organisations, des structurations à l'extérieur qui font que des fois ils n'ont pas intérêt à ce que certaines choses bougent ou bougent trop vite et qui préfèrent les maîtriser avant que ça puisse se développer. C'est comme ça, c'est la nature humaine, la conduite du changement, c'est toujours très très compliqué. Donc il faut qu'on arrive à avancer. Donc moi je suis prêt à voir avec vous à chaque fois que des freins, que des difficultés sont là. Moi je pense qu'il y a effectivement bien sûr des enjeux réglementaires, les ATEX, ça me revient régulièrement sur les entreprises de mon territoire, mais il faut aussi qu'on aille à travailler sur ces définitions. Alors on ne va pas les trouver, mais moi j'entends beaucoup d'industrialisation et tout ça, j'ai l'impression que tout le monde n'attend pas forcément la même chose derrière tous ces mots, donc il faut quand même qu'on continue à en discuter et à y travailler. Mais en tout cas, moi je vois des choses formidables sur tous les territoires. Et j'ai envie que ces choses puissent se développer, non pas pour qu'elles deviennent des entreprises nationales ou internationales, ce n'est pas forcément la vocation ni l'attente d'ailleurs de ces chefs d'entreprise, mais ce qu'ils veulent, c'est bien travailler souvent localement ou sur un territoire maîtrisé, avec des choses qu'ils savent faire, et avec, je dirais, des produits dans le cadre justement des objectifs que l'on se donne sur les enjeux environnementaux. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on vienne, entre guillemets, les emmerder. On le dit souvent, c'est ça, à travers des normes, à travers des processus là, à travers du temps perdu, etc. Parce qu'ils sont obligés d'investir et ils n'ont pas de temps à perdre. Donc à nous, en tant que parlementaires, faire en sorte qu'on puisse être au rendez-vous avec vous toutes et vous tous. Voilà. Et puis on en reparlera.
Je pense qu'on peut tous les remercier. Vous aviez une question. On a à peine le temps, malheureusement, pour les questions, parce qu'ils ont tous été très bavards. Mais on va en prendre une, mais vraiment très très rapide, parce que et pendant ce temps-là, je vais demander à Charlotte Levard, Philippe Lamarck et Philippe Gontard de me rejoindre. Vas-y, je t'en prie. Oui, excusez-moi, Maël Steck, encore moi, désolé. Moi, je suis charpentier. J'ai passé 15 ans sur les toits. Et aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on n'a pas du tout assez parlé des gens qui allaient mettre en œuvre cette politique, des gens qui allaient travailler et faire ces chantiers. Et l'industrialisation, ça a un impact sur la qualité de vie au travail. Ça a un impact réel. Je ne crois pas qu'on ait fait des gens heureux en industrialisant la France dans les années 50. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce phénomène. Et les gens qui vont travailler, on parlait d'attractivité, il me semble. Tout le monde a du mal à trouver des gens pour venir travailler dans ces métiers. L'industrialisation ne fait pas tout. On va effectivement mettre moins de pénibilité, on va mettre les gens moins exposés, mais les gens qui vont devoir travailler sur des grandes unités vont partir en déplacement longtemps loin de chez eux. Les gens qui vont être à l'atelier vont souvent être sur des qualifications qui sont moindres, sur des compétences qui sont moindres. Et je pense que si on veut passer ce cap, il faut qu'on accepte aussi de payer des gens qui ne sont pas uniquement rentables parce qu'ils sont spécialisés, mais qui ont une polyvalence dans ce métier-là. Et c'est possible. Alors, ça ne demande pas forcément de réponse, mais je pense qu'on voit bien qu'on n'a pas du tout fait le tour de toutes les questions que pose la question du hors-site / industrialisation, avec toutes les questions de définition qui en retournent. Et on a essayé de mettre en avant quand même... ce qu'on voit peu, c'est-à-dire les constructeurs, les industriels. Après, on pouvait évidemment inviter également autour de la table les personnes, les salariés, etc. Ça serait l'occasion d'autres débats. Je vais tout de suite, pour qu'on respecte le temps, parce qu'on a réussi à maintenir tout le monde éveillé pendant 4 heures sur ce sujet, c'est quand même énorme. Je vais passer la parole à Charlotte Levard pour